La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Le Déj Info reçoit pour vous aujourd'hui Zungrana Bawend Manégré. Il est le directeur de la circulation routière et de la normalisation à la DGTTM. Avec lui, nous parlerons des enjeux et des défis liés à la circulation routière et la normalisation. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Déjà, première question, présentez-nous brièvement la DGTTM. Quelles sont ses missions ? Et merci beaucoup. Il faut noter que la Direction générale des transports terrestres et maritimes est une direction du ministère en charge de la mobilité. Donc la direction est chargée de la mise en œuvre de la politique du ministère en matière de transport ferroviaire, maritime, fluvial. Voilà. Alors, qu'en est-il de votre département, celui de la direction de la circulation routière et de la normalisation? Qu'est-ce qui est fait spécifiquement à ce niveau-là? Il faut noter que la direction de la circulation routière et de la normalisation est une direction technique de la DGTTM. Donc, il est chargé d'élaborer les normes en matière de sécurité routière. Donc, il est chargé également de la mise en œuvre de la politique en matière de transport, d'exploitation, de dimensionnement et des infrastructures de transport. Donc, dans les infrastructures de transport, il y a routière, ferroviaire, maritime. Donc, voilà. Il y a aussi la gestion des entreprises de transport, la gestion des établissements d'enseignement et de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Et le cœur même du métier, c'est la délivrance des titres de transport, à savoir les permis de conduire, les cartes grises, les licences de transport, les licences d'exploitation des établissements d'enseignement, de la conduite des véhicules terrestres à moteur, etc. Quand vous dites intervention également dans le domaine des infrastructures routières, est-ce à dire que votre direction a son mot à dire pour ce qui est de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures routières? Il faut noter que dans la direction de la circulation routière et de la normalisation, il y a le service chargé du contrôle technique de la normalisation. Donc nous participons aussi à l'élaboration, en collaboration avec les structures et techniques concernées, des normes de construction et d'exploitation. Donc, s'il y a des éléments de conception des infrastructures, donc nous, on a un mot à dire à ce niveau. Quand on regarde aujourd'hui en termes de circulation routière, quels sont les principaux défis pour le Burkina Faso? Alors, il faut noter que la circulation routière au niveau du Burkina Faso, vraiment, c'est un enjeu majeur de santé publique et puis de développement économique. Si on fait un état des lieux rapidement sur la circulation routière, premièrement, on voit qu'il y a l'état défectueux des infrastructures de transport. Donc ça, vraiment, ça c'est un enjeu majeur. Donc il y a également la vétusté du parc. Donc si vous regardez en circulation routière, le parc est vétus. Donc cela est vraiment occasionné par l'importation des véhicules d'occasion. Voilà. Il y a aussi l'incivisme routier. Donc il y a aussi le déficit aussi de contrôle routier. Donc c'est un ensemble d'éléments qui fait que on a un problème de circulation routière au Burkina Faso, surtout dans les grandes villes comme Ouagadougou et puis Bobo-Dioulasso. Donc ça veut dire que leur conséquence, c'est la congestion routière. Donc on voit que la circulation n'est pas fluide. Il y a les accidents de la circulation routière également qui créent vraiment des conséquences économiques et sociétales et environnementales. Alors, sur nos médias, Twitter et WattFM, avec le mot à dire de David Nana, la question revient pratiquement chaque matin, notamment en termes de respect de ce qui devrait être fait dans la circulation routière. Qu'est-ce qui est fait exactement pour ceux qui ne respectent pas et qui connaissent quand même ce qui devrait être fait? Donc, il faut noter qu'il y a des normes, il y a des textes en la matière. Donc, il faut noter que vous voyez les agents, les forces de contrôle, ils sont régulièrement sur le terrain pour faire appliquer la réglementation. Donc, ceux qui ne l'appliquent pas, il y a ce qu'on appelle les contraventions qu'ils doivent payer. Alors, mais il faut noter que, comment dire, la population, ou les usagers en particulier, ils ont vraiment
comment dire, la produit pour faire appliquer la réglementation, c'est compliqué. Donc, c'est pour dire que il faut intensifier vraiment le contrôle routier, voilà, faire appliquer comment dire, la réglementation. Et si on regarde également, les contraventions sont un peu souvent insuffisants. Par exemple, quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation, on attrape son véhicule, son engin, tu viens payer 3 000 ou bien 5 000. Bon, ça vraiment, ça c'est pas trop dissuasif. Donc il faudra vraiment essayer de réduire la réglementation, essayer de voir si on peut augmenter les contraventions pour en tout cas dissuader les usagers en la matière. Voilà. La délivrance des différents permis, c'est au niveau de vos services que l'on les obtient. D'aucuns estiment que tout ce que nous voyons en termes de circulation routière, tous les manquements que l'on constate, c'est aussi dû à une certaine méconnaissance des normes en termes de réglementation au niveau de la circulation. Est-ce que, à votre niveau, vous avez l'impression que les Burkinabés suivent réellement les cours sur le code de la route? Alors, il faut noter qu'il y a plusieurs cas. D'accord. Alors, le premier cas, les gens partent à l'auto-école, en tout cas, ils font leur formation, il n'y a pas de problème, ils apprennent les règles de la circulation routière. Mais après, ils ne respectent pas. Donc ça, c'est de l'incivisme. La deuxième chose, il y a des gens même qui vraiment, ils ne connaissent pas les règles de la circulation routière. Ça veut dire qu'ils ignorent les règles de la circulation routière. Mais bon, on a dit que nul est censé ignorer la loi. Mais on travaille en collaboration avec les structures, en tout cas concernées, à la sensibilisation de la population, et surtout les élèves, en tout cas sur les bonnes pratiques en matière de circulation routière. Voilà. Alors, vous avez tantôt parlé de la vétusté d'un certain nombre de moyens roulants. Quel est l'âge pour qu'un véhicule puisse entrer au Burkina? Parce qu'il y a aussi des normes en la matière. Oui, effectivement, il y a des normes. Donc, il y a certains textes qui sont en relecture présentement et qui ne sont pas encore adoptés. Mais il y a aussi, par exemple, des textes qui encadrent vraiment l'importation des véhicules, notamment le transport en commun, le transport de marchandises et de matériel. Leurs véhicules-là sont vraiment, en tout cas, encadrés par la réglementation. Si on prend par exemple les véhicules des établissements d'enseignement, des véhicules d'enseignement et de la conduite des véhicules terrestres à moteur, là-bas, l'âge d'importation est de 12 ans. 12 ans. Voilà, est de 12 ans. Donc ça veut dire qu'au-delà de 12 ans, tu ne peux plus, en tout cas, utiliser et importer ces véhicules-là pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur. Pour les autres cas, c'est 20 ans. 20 ans. Ouais. Le phénomène à la peau dure, l'utilisation du permis de conduire, ça ne concerne pas que les automobilistes. Qu'en est-il des autres usagers? Bon, il faut noter que la loi 05... Parce qu'on a comme cette impression que c'est uniquement pour ceux qui sont en véhicule que le permis doit être exigé. Pourtant, les normes, c'est pas ainsi. Ok, bon, c'est ce qu'on parle de la méconnaissance de la réglementation. Si vous prenez la loi 05 AN 2018 et portant validité du permis de conduire, il faut noter que nul ne peut conduire vraiment un véhicule s'il n'est pas détenteur d'un permis de conduire de la catégorie et en tout cas qui le permet de conduire le véhicule là, sauf les gens qui sont à l'apprentissage. Si on dit véhicule, il ne faut pas attendre par là et les voitures, non. La moto, c'est un véhicule. Voilà, donc pour conduire une moto, il faut forcément le permis de conduire de la catégorie A1 ou bien A en fonction de la cylindrée. Non, si vous avez une moto dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125, il faut naturellement un permis de conduire de la catégorie A1. Maintenant, supérieur à 125, il faut le permis de conduire de la catégorie A. Maintenant, pour les tricycles, il faut le permis de conduire de la catégorie B1. Donc, c'est vraiment une obligation pour toute personne qui veut vraiment conduire, que ce soit une moto ou bien une voiture, là, de détenir le permis de conduire
donc en fonction vraiment de la catégorie. Ça, c'est une obligation. Mais maintenant, c'est ce qu'on dit, il y a les lois maintenant et puis il y a l'application. Il y a l'application. Voilà, donc je pense que il y a des actions qui sont vraiment en train d'être menées, voilà, pour en tout cas permettre aux gens de vraiment appliquer cette réglementation, parce que ça y va de la santé publique. Oui. Voilà. Dans ces actions en termes de contrôle, rarement les services compétents sur la question demandent le permis à quelqu'un qui circule la moto, par exemple. Cela arrive rarement. C'est les utilisateurs des tricycles qui s'y conforment, qui sont un peu conformes de temps en temps par rapport à cela. Ok, mais effectivement, il faut noter que, bon, dans ce cas de figure, il faut, pour appliquer une mesure comme ça, et une réglementation, il faut vraiment des mesures d'accompagnement. Donc ces mesures d'accompagnement doivent passer d'abord par la sensibilisation. Il faut commencer à sensibiliser vraiment comment dire, les usagers. Eux maintenant voir quelles sont les mesures incitatives qui vont vraiment, en tout cas, engendrer, comment dire, permettre aux usagers d'avoir facilement leur permis de conduire de la catégorie A1. Donc c'est tout un processus. Voilà. Sinon, si par exemple nous on commence présentement vraiment à appliquer la mesure, vous allez voir que bon, on sera vraiment confronté à plusieurs difficultés. Donc vraiment il faut les faire appliquer progressivement. Voilà, avec des mesures d'accompagnement. Parlons à présent de ces nouvelles plaques d'immatriculation qui sont entrées en vigueur depuis 2019, grâce à vos services, à qui on dit merci justement. True TV et Watt FM ont pu faire un reportage là-dessus. Nous avons eu des citoyens qui se sont plaints par rapport à une certaine détérioration rapide de ces plaques. Beaucoup ont estimé que ces plaques blanchissaient face aux intempéries, au soleil ou à la pluie. Également, d'autres aussi remettaient en cause la solidité de ces plaques, notamment fond jaune. Il y a eu la réponse du directeur général des transports terrestres et maritimes, mais est-ce que vous pouvez ajouter des éléments par rapport à cela, ce qui pourrait expliquer? Ok, merci bien. Il faut noter que les plaques d'immatriculation sont, bon, au niveau de la 17e, là, nous sommes accompagnés par des partenaires qu'on appelle communément des concessionnaires. Il y a deux types de concessionnaires. Il y a le concessionnaire de sécurisation et puis il y a le concessionnaire des plaques d'immatriculation. Le concessionnaire de sécurisation, lui, il assure, il va développer un système pour sécuriser les plaques. Maintenant, le concessionnaire de plaques, là, lui, il assure la confection et puis la pose des plaques. Maintenant, les plaques d'immatriculation sont encadrées vraiment par un arrêté conjoint depuis 2017, numéro 101, voilà, qui fixe comment dire, les modèles, l'aspect technique, les dimensions, et ainsi de suite. Si on prend l'exemple, les cartes, comment dire, les plaques pour les personnes privées, les caractères, c'est noir sur et fond jaune, et réflectorisé, citron réflectorisé. Alors, mais il y a des concessionnaires qui vraiment ne respectent pas comment dire, ces principes définis par l'arrêté. Alors, donc, il y a une cellule qui est chargée de contrôler les plaques d'immatriculation. Ça veut dire que les actions des concessionnaires, donc, ils ont pu vraiment identifier les concessionnaires défaillants. Nous avons même suspendu certains concessionnaires. Voilà. Donc c'est pour dire que dans ces concessionnaires, il y a des gens qui font correctement leur travail. Et puis il y a aussi d'autres vraiment qui ne respectent pas les cahiers de charges. Et à la matière là, donc il y a des sanctions qui sont prévues. On a déjà suspendu certains et en tout cas des actions sont en cours pour identifier tous ceux qui sont dans ces genres de trucs là. Et on va vraiment les suspendre et puis en tout cas entamer le processus pour le retrait vraiment de les, comment dire, agrément s'il n'y a pas d'amélioration à la matière. Mais quel est le sort de ceux qui déjà ont eu ces plaques d'immatriculation fond jaune, qui ont déjà blanchi, qui s'apparentent déjà aux anciennes plaques fond blanc? Alors, il faut noter que à ce niveau, comment dire, si la plaque n'est pas, comment dire, de bonne qualité, bon, souvent dès les premières heures, si l'intéressé revient, s'il prend la tasse avec la 17e, on a la facilité
d'identifier le concessionnaire qui a... À partir de la plaque. Oui, à partir de la plaque, parce que vous allez voir un dispositif de sécurité qu'on appelle hologramme et au bord droit de la plaque. Donc avec ça, nous on peut identifier le concessionnaire. Ou bien de l'autre côté, il y a un numéro en bas de la plaque qu'on peut vraiment identifier. Ce concessionnaire a un numéro. Donc on peut en tout cas identifier le concessionnaire et dire à l'usager de repartir sur le concessionnaire. Il va refaire la plaque. Ça, c'est une obligation pour le concessionnaire de refaire la plaque. Voilà, pour l'usager, parce que ça n'a pas respecté les règles définies dans leur cahier de charge. Voilà. Mais maintenant, si par exemple l'usager attend peut-être 2, 3, 4 ans, bon, pour revenir, il y aura vraiment beaucoup de problèmes parce qu'ils vont dire que non, c'est les conditions d'utilisation, il n'a pas bien entretenu, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un peu le truc. Sinon, si dès les premiers mois comme ça, on voit que la plaque n'a pas été, le concessionnaire a l'obligation de changer la plaque parce qu'il n'a pas respecté, comment dire, voilà, le cahier de charge. Voilà. Tout à l'heure dans vos explications, vous avez parlé des modèles de plaques. Il y a des normes aussi pour cela. Je me permets l'expression, quand on regarde au niveau des citoyens, il y a aussi un certain nombre de fantaisies. On retrouve de ces plaques d'immatriculation en forme de cœur, en forme de croissant lunaire. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, ça vraiment c'est ce qu'on appelle de l'incivisme. Voilà, donc ces plaques-là ne doivent pas exister. Il y a des normes en la matière, donc tout le monde a l'obligation de respecter ces normes. Donc si vous voyez qu'il y a des cœurs, il y a des quoi, ça c'est pas normal, c'est pas réglementaire. Et puis logiquement, on devrait vraiment les arrêter, les verbaliser, ces gens de personnes. Il y a des usagers qui, au lieu d'avoir la plaque à l'arrière, pour ce qui est du cas des motos, se permettent de la mettre à l'avant. Tout ça, c'est des choses que l'on observe de temps en temps en circulation aussi. Bon, ça, à ce niveau aussi, l'usager veut en tout cas mettre ça à la... Bon, la norme dit qu'il faut vraiment que la plaque là soit à l'arrière. Donc si par exemple, comme dire, à l'arrière, peut-être que le dispositif qui permet de fixer la plaque n'existe pas et que l'intéressé veut mettre ça à l'avant, parce que le rôle, l'objectif vraiment c'est permettre d'identifier l'usager instantanément, quel que soit alpha. Si de loin on peut pouvoir avoir les références, donc là on peut, il n'y a même pas de problème. Mais à l'avant c'est pas réglementaire. Voilà, c'est pas réglementaire, ils doivent mettre à l'arrière. D'accord. Voilà. Alors, dans le reportage que Truity et Watt FM ont également fait, il y a des citoyens qui sont devenus sur la carte grise. Ils parlent de la solidité de cette carte grise là. Qu'est-ce qu'il en est aussi au niveau des cartes grises? Le nouveau format. Donc quand on reprochait à la carte grise de se casser même par moment, on parle même de la solidité. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, il faut noter que la matière aussi est encadrée par un texte. D'accord. Voilà. Et puis on a ce qu'on a, la matière c'est les polycarbonates, voilà, les trucs en PVC, et que vraiment c'est de haute qualité. Mais il faut noter qu'à un moment donné, il y a vraiment effectivement des permis de conduire et puis des cartes grises qui se détériorent. Voilà. Donc ça peut être dû à les conditions de conservation à ce niveau. Voilà. Sinon, il y a un arrêté qui fixe vraiment la qualité des permis de conduire et puis des cartes grises à ce niveau. Ça doit respecter vraiment ces normes. Mais maintenant, les conditions de conservation, bon, il peut vraiment amener cette détérioration. Voilà. Avec ces innovations qu'on a vues depuis 2019 au niveau de la DGTTM, avec ce nouveau format de carte grise, ce nouveau format également de plaque d'immatriculation, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui dire en termes de bilan, ne serait-ce que 5 ans, que l'utilisation de fausses plaques, l'utilisation de faux n'existe pratiquement plus? Est-ce qu'on a pu diminuer le phénomène un peu? Ok, merci bien. Il faut noter que dans tout système, et si vraiment on tend à innover et on tend vraiment à diminuer la contrefaction, les gens ils sont aussi dans leur laboratoire de faux pour en tout cas faire des trucs parallèles. Donc on peut dire vraiment que la fraude a diminué, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Voilà, ça a diminué, mais il y a des gens aussi qui arrivent vraiment et qui continuent d'imiter, par exemple, les plaques. Les plaques d'immatriculation et même les cartes grises. Voilà, donc souvent on a eu vraiment dans nos missions de contrôle, en tout cas intercepté certains usagers avec des fausses cartes grises et puis des fausses plaques d'immatriculation. Voilà. Alors, quand on parle de sécurité routière, il est difficile d'en parler sans parler aussi de l'utilisation du casque. Où est-ce qu'on en est exactement par rapport à cela? Alors, il faut noter que la réglementation existe que, en tout cas, tous les usagers des deux roues sur la route là doivent en tout cas porter le casque. Donc, il y a eu plusieurs actions qu'on a entreprises pour en tout cas contraindre les usagers et vraiment à porter le casque. Bien sûr, par la présidente d'un arrêté qui dit que tout vendeur, en tout cas, doit donner un casque de moto à son acheteur. Voilà. Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Aussi, pour en tout cas forcer les gens à donner les casques aux acheteurs, voilà. Nous, on a dit, pour toute immatriculation de véhicules, de motos, là, il faut en tout cas joindre le reçu de casque. Mais vous savez, les gens sont des génies en convention du faux. Alors, ils vont faire des carnets de reçu, de plaques. Et maintenant, ils font ça parallèlement. Donc, si ça vient, par exemple, au niveau des services de transport, que telle société a payé une moto avec, en tout cas, un reçu de casque. Ça y est là, nous avons exigé qu'il y ait un reçu. Il y a un reçu, mais est-ce que l'intéressé a pris le casque? Non, l'intéressé n'a pas pris son casque. Voilà, donc ça, c'est ce que je dis souvent. Il faut vraiment, c'est le contrôle seulement qui peut nous sauver. Voilà, parce que si vous partez au Bénin, au Togo, tout le monde, en tout cas, les usagers des deux roues, ils portent le casque. Comment ils sont arrivés à... Justement, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a même des Burkinabés qui ne portent pas le casque ici, à Ouagadougou, à Bobo, mais quand ils se retrouvent dans ces pays, au Bénin ou au Togo, ils n'hésitent pas à porter le casque. Voilà, donc c'est comme ce que je disais au début là. Il faut vraiment réviser les textes sur les contraventions là. Et puis on passe au contrôle. Si tu ne respectes pas, on prend ta moto et puis on te dit, bon, au lieu de payer 3 000 là, toi tu payes 5 000 ou bien 10 000. Ce sont des mesures qui peuvent vraiment dissuader les gens là pour porter le casque là. Si on dit porter le casque là, est-ce que, comment dire, ça avantage qui? C'est l'usager. Si on prend par exemple les statistiques des accidents là, les cas de décès là, généralement c'est comment dire, c'est quand la tête est touchée. Mais si on lutte comme ça, c'est pas pour, par exemple, M. Kaboré qu'on lutte pour protéger, mais c'est l'usager lui-même. Protégez-vous en portant les casques. C'est pour votre vie, c'est pour votre sécurité. Est-ce que ça là, ça doit souffrir de débat? Voilà. Moi je vois des gens souvent, ils se payent la moto là. Il y a au moins 2 casques secours qui sont là. Pour toute la famille, pour les enfants. Parce qu'ils savent, ils ne veulent pas jouer avec leur vie. Voilà. Mais bon, les gens vont dire que bon, ça, comment dire, ça coupe la respiration, c'est vrai. Mais voilà, beaucoup d'arguments, mais est-ce que ça tient? Mais aussi, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le casque soit obligatoire dans quelques mois, dans quelques années en circulation? C'est comme ce que je suis en train de... J'avais dit pour le permis A1, c'est tout un processus. Voilà, c'est tout un processus. Et je pense que le casque sera obligatoire. Voilà, mais si on vous dit que dans un mois, dans 2 mois... Est-ce qu'on a une idée des délais? Et donc, si on ne peut pas donner un délai comme ça. Mais de toute façon, il y a des actions qui sont en train d'être prises pour vraiment, en tout cas, amener les gens à respecter et comment dire, à porter le casque. C'est pour vraiment leur sécurité. Voilà, il faut qu'ils comprennent ça, que c'est pour leur sécurité qu'on veut vraiment. Voilà. D'accord. L'une des dernières questions au niveau de la DGTTM, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre des politiques de sécurité au niveau de la circulation routière?
Alors, donc il faut noter que les difficultés sont, en tout cas, les difficultés sont énormes. Voilà, donc en matière d'infrastructure, si on dit infrastructure, ça peut être routière, ça peut être par exemple une infrastructure réseau. Voilà, donc si par exemple nous avons un système qui peut vraiment en tout cas permettre de dématérialiser toutes les procédures de prestation de la DGTM, ça va vraiment en tout cas voilà, faciliter les choses. Mais il faut noter que nous sommes en train de travailler là-dessus pour en tout cas concevoir, exploiter et déployer un système de gestion intégrée des titres de transport qui prendra en charge, ça veut dire que toutes les prestations, que ce soit les paiements, que ce soit vraiment les examens de permis de conduire, en tout cas ça sera tout dématérialisé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs pour ce qui concerne la circulation routière et la normalisation? Alors, donc, le mot que j'ai à dire tout simplement, c'est le respect vraiment des règles de la circulation routière. Donc, c'est simplement le respect des règles de la circulation routière. Donc, il faut noter que si on dit aux gens de respecter, et c'est pas que souvent on a une rencontre X ou bien on a une rencontre Y. C'est vraiment pour le bien, pour leur propre bien d'abord et puis pour le bien vraiment des usagers. Parce que les accidents de la circulation routière, si on va évaluer vraiment leurs conséquences, c'est énorme. Du point de vue économique, si vous prenez par exemple la congestion routière, ça veut dire que ça retarde, ça veut dire que ça diminue la productivité. Et ça réduit la qualité de vie parce qu'avec la congestion routière, il y a la pollution de l'environnement. Voilà. Du point de vue, par exemple, accident. Donc, accident routier, ça peut en tout cas traumatiser toute une famille et puis handicaper. Voilà. Donc, vous voyez, les véhicules aussi, vous voyez, si on dit de respecter les règles et puis vous ne respectez pas, votre même propre véhicule, ça sera endommagé. Je prends le cas par exemple de règlement 14 de l'UEMOA, il ne faut pas transformer les véhicules. Mais vous voyez que les gens sont en train de transformer les véhicules et puis on voit des véhicules en circulation vraiment qui, en tout cas, occasionnent des congestions, ainsi de suite. Donc, ensemble, si on peut vraiment respecter la réglementation, vous allez voir qu'on aura un cadre de vie, en tout cas, agréable et puis une circulation fluide dans nos grandes villes. Voilà. Merci à vous, Zongrana Bawen Manegré. Je rappelle que vous êtes le directeur de la circulation routière et de la normalisation à la DGTTM. Avec nous, nous avons pu parler justement des enjeux et des défis liés à la circulation routière et la normalisation. Encore, merci à vous. Ok, merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Merci à vous également, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi, nous mettons fin à ce 5e et dernier numéro de la semaine du DEJ Info de True TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver lundi, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.